Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des délinquants, des criminels condamnés et nourris, logés aux frais de l'État. Pour Gérald Darmanin, ça suffit. Le garde des Sceaux veut faire payer les détenus. Il a expliqué ses intentions hier soir sur TF1. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir, c'est ce que j'annonce dans la lettre ce soir que j'ai mis sur les réseaux sociaux et que je crois vous avez, je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Nous allons modifier la loi. Il y a une proposition de loi de M. Najlen, notamment, qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Je vais la soutenir. Et nous allons travailler ensemble pour que ce soit un montant qui soit symbolique, mais important, pour qu'on arrête avec une sorte de laxisme qui existait dans nos prisons françaises. Gérald Darmanin hier soir à la télévision. Alors cette mesure est-elle réaliste? Qu'en disent les surveillants de prison? Pour Ronan Roudot, secrétaire local UFA-PUNSA Justice Bordeaux-Gradignan, faire payer les gros bonnets de la drogue, oui, mais la plupart des détenus n'ont pas un sou, écoutez. On a quand même une bonne partie de la population pénale qui n'est pas solvable. Une bonne partie des personnes détenues, elles sont assistées par l'administration, puisque lorsque vous arrivez en détention, que vous n'avez pas le moindre argent sur vous, l'administration, tous les mois, vous laisse un minimum, quelque chose comme 20 € par mois. Ça me semble un petit peu compliqué, l'idée de faire payer dans les familles détenues. Les familles ne sont pas forcément complices. Vous avez des détenus qui sont condamnés pour des violences intrafamiliales. On ne va pas condamner les familles à payer la détention de la personne qui a été condamnée. Je ne suis pas sûr que cette mesure soit réellement efficace. Ça a existé il y a déjà quelques années. Bon, la remettre au goût du jour, c'est pas déconnant, mais c'est pas pour nous, c'est pas la mesure la plus urgente. Ronan Roudot au micro européen de Christophe Bordet. Alors elle n'ira pas en prison, mais la justice pourrait doucher ses espoirs présidentiels. Si la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée en appel l'an prochain, le RN devra vite réagir. Et c'est pourquoi Jordan Bardella est déjà sur la ligne de départ. Le président du Rassemblement national, jusqu'ici candidat à Matignon, pourrait devoir remplacer Marine Le Pen. Scénario auquel se prépare concrètement Jordan Bardella, Alexandre Chauveau. Pour préparer 2027, le président du RN entend cultiver son lien avec les Français et convaincre que son jeune âge ne serait pas un handicap pour exercer la fonction suprême. C'est ce qu'il entreprend avec la tournée de son livre, bientôt suivi d'un deuxième ouvrage consacré au travail à l'automne prochain ou lors de ses déplacements à venir pour les élections municipales. En coulisses, le dirigeant de 29 ans multiplie aussi les rencontres avec des hauts fonctionnaires ou des grands patrons, comme hier avec 150 chefs d'entreprise de l'organisation patronale éthique. Dans un contexte international tendu, Jordan Bardella veut aussi renforcer sa stature à l'étranger. Après les États-Unis, le Liban ou Israël, il s'envolera pour l'Égypte dans les prochaines semaines. L'objectif, passer du dauphin de Marine Le Pen à un présidentiable crédible. Pour cela, Jordan Bardella devra enfin s'assurer du soutien de ses propres troupes et notamment des députés RN, pas tous acquis à sa cause. Un travail de lobbying interne et externe donc pour passer d'une candidature à Matignon l'été dernier à une première campagne pour l'Élysée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Jordan Bardella qui sera l'invité de Sonia Mabrouk dans quelques minutes. Alors lui, voilà 100 jours qu'il a pris les rênes de son pays. Donald Trump passe un cap symbolique à la Maison-Blanche aujourd'hui. Je dirige le pays et le monde, s'est félicité le président américain, assurant qu'il passe un très bon moment à la tête des États-Unis. Depuis son investiture en janvier, il a pourtant signé une centaine de décrets diversement appréciés, faisant chuter notamment sa cote de popularité. La hausse des droits de douane a notamment semé le chaos sur les places boursières. Ce matin, le Wall Street Journal affirme que Donald Trump s'apprête à faire machine arrière et alléger les taxes imposées au secteur automobile. Alors l'une des conséquences de ces décisions économiques de Donald Trump, c'est l'affaiblissement du dollar. Oui, l'euro est désormais plus fort que la monnaie américaine alors qu'ils étaient à quasi-parité il y a 3 mois. Aujourd'hui, 1 euro est égal à 1,14 $. Qu'est-ce que ça change vraiment dans notre quotidien, Baptiste Morin ? C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs français et surtout pour les automobilistes. Si les prix des carburants reculent, c'est parce que la baisse de la demande tire le cours du baril vers le bas, mais c'est aussi la conséquence d'un euro fort face au dollar et cela peut aussi jouer sur d'autres produits, explique Christophe Blau, économiste à l'OFCE. Qui a l'effet direct, le prix du pétrole étant en dollars, on le paye un peu moins cher, donc ça c'est le prix à la pompe, et puis il y a effectivement une réduction un peu du coût lié au transport pour l'ensemble des biens. Ça peut être répercuté également sur les biens. Bonne nouvelle aussi pour le pouvoir d'achat des Européens qui voyagent en ce moment aux États-Unis. La même somme d'euros est échangée contre plus de dollars qu'il y a quelques mois. Revers de la médaille,
pour les exportateurs européens. Nos exportations, elles coûtent relativement plus cher puisque notre monnaie s'apprécie. Et donc, on perd un peu, nos exportateurs vont perdre un peu en compétitivité. Ça va pénaliser la compétitivité à l'exportation et donc là, c'est plutôt moins favorable. La conséquence reste mesurée pour l'instant, mais un euro encore plus fort constituerait un réel handicap. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Alors, outre les questions économiques, en 100 jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a aussi tenté de mettre fin au conflit en Ukraine. Hier, Vladimir Poutine a concédé 3 jours de cessez-le-feu du 8 au 10 mai prochain, annonce qui n'est qu'une tentative de manipulation aux yeux de Volodymyr Zelensky. Dans Paris Match ce matin, Emmanuel Macron assure que la pression va s'accroître sur la Russie dans les 8 à 10 jours qui viennent. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. La bonne nouvelle en Espagne, 99% des foyers ont retrouvé l'électricité ce matin et ils s'en félicitent, les Espagnols. Ah oui, vous entendez les applaudissements. C'était cette nuit dans plusieurs quartiers espagnols avec le rétablissement de la lumière après plusieurs heures de sans courant. Reste à déterminer les causes de ce blackout qui a touché l'Espagne et le Portugal. Et puis cette date importante pour les catholiques du monde entier, celle du conclave qui élira le prochain pape le 7 mai prochain. Date fixée hier matin lors des congrégations générales. Ces réunions qui permettent d'organiser la succession de François et de discuter des priorités de l'Église. À partir de mercredi prochain et jusqu'à la fumée blanche, les 135 cardinaux électeurs vont donc se couper du monde, reclus à huis clos dans la chapelle Sixtine. Louise Salé. Oui, la chapelle est désormais fermée au public pour installer la fameuse cheminée d'où sortira la fumée blanche lorsque le pape aura été élu. Mais d'autres préparatifs sont nécessaires. Patrick Valdrini est chanoine du Latran, la basilique romaine qui appartient au Vatican. La chapelle Sixtine ne comporte pas de tables, de chaises. Donc tout est aménagé par les services du Vatican. Et aussi, en particulier, par exemple, on va retirer des caméras de surveillance. Ce sont des procédures qui visent à ce que les cardinaux soient absolument concentrés sur l'élection et ne puissent pas avoir de contact avec l'extérieur. Le conclave débutera le 7 mai au matin par une célébration à Saint-Pierre, puis l'après-midi, il y aura une procession jusqu'à la chapelle Sixtine. C'est à ce moment-là que sera prononcée la célèbre phrase extra omnes, tous dehors en latin, avant de refermer les portes. Le premier scrutin le 7 mai sera de 2 votes. Puis tous les jours, il y aura 4 votes, 2 le matin et 2 l'après-midi. Lors des 3 précédentes élections, le conclave n'a pas duré plus de 3 jours. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Et le sport avec ce choc ce soir, Arsenal, Paris Saint-Germain, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Jacques, les Parisiens jouent ce soir contre l'une des meilleures équipes du monde. Arsenal, c'est un club légendaire. Le scénario idéal pour les Parisiens, c'est quoi ? Alors, un avantage quand même pour le Paris Saint-Germain, le match a lieu sur le terrain d'Arsenal. Alors l'idéal, bien sûr, match nul 0-0 ce soir et victoire au match retour au Parc des Princes, sauf qu'Arsenal, vous l'avez dit, possède dans son effectif des joueurs incroyables, Saliba, le français, Rice, Saka, Trossard, Martinelli, ce sont des joueurs très jeunes et c'est une ligne d'attaque incroyable. Arsenal est 2e du championnat anglais, donc c'est déjà une magnifique performance, mais le Paris Saint-Germain, on a Dembélé, on a Doué, on a Barcola, on a Donnarumma, j'espère qu'il sera bon ce soir. Une magnifique équipe qui a gagné le championnat bien sûr, et qui se retrouve quand même, faut pas l'oublier, dans le dernier carré avec Barcelone, l'Inter, et bien sûr Arsenal. Alors il faut y croire, mais il faut bien se mettre dans la tête que tout à l'heure, ce sera quand même très difficile d'éliminer Arsenal. Arsenal, je l'ai dit, c'est l'un des clubs les plus titrés du football anglais et entraîné dans une autre vie, de 96 à 2018 par Sir Arsène Wenger. Merci beaucoup Jacques Vendroux. On vous retrouve vendredi soir, le studio des légendes 21h-22h et invité à l'occasion de la fin de sa carrière tennistique, Richard Gasquet. On sera au rendez-vous évidemment sur Europe 1. Merci Jacques Vendroux, merci Fanny Martin.